Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. 26 octobre 1972, 26 octobre 2022. Il y a 50 ans que le régime du conseil présidentiel qui dirigeait le Dahomey a été renversé. Pour mémoire, nous vous proposons un récit sur ce fait d'histoire capitale de notre pays. Suivez ensuite l'appréciation des citoyens et le vécu ce jour. En prélude au cinquantenaire de cet événement historique, votre chaîne de télévision E-Télé a réalisé une émission spéciale 26 octobre 1972. Vous suivrez le compte rendu du plateau avec notre invité, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. On parlera aussi dans cette édition de l'ouverture du séminaire d'appropriation de la proposition de la loi modifiant et complétant la loi numéro 2024-03 du 27 avril 2006 portant création de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en République du Bénin. Ce séminaire qui vise la régularisation du domaine de l'expertise comptable a réuni les parlementaires ce lundi 24 octobre 2022. Merci de nous préférer pour vous informer. Aujourd'hui, 26 octobre 2022, cela fait 50 ans que le régime du conseil présidentiel qui dirigeait le Dahomey début 1970 a été renversé. Ce coup de force, dernier d'une longue série, ouvrira la voie au régime militaire révolutionnaire dirigé par feu Mathieu Kérékou. Retour sur un fait d'histoire capitale pour notre pays 50 ans plus tard. Un coup d'État atypique que nous fait revivre Émeric Okupeli dans ce récit. Jeudi 26 octobre 1972. Un coup d'État au Dahomey, nous l'avons appris cet après-midi, il a eu lieu cet après-midi d'ailleurs. Le président Ahoma Degbe a été renversé aujourd'hui par l'armée. Après son accession à la souveraineté le 1er août 1960, le Dahomey a connu des moments de grave crise sociopolitique avec des coups d'État fréquents et une instabilité observée nulle part ailleurs. Et le monstre à trois têtes va davantage enfoncer le pays dans la crise. Mais comme l'histoire se répète, ce jeudi 26 octobre 1972 sera décisif. Il sonnait 14h30 quand un groupe de militaires composé entre autres du commandant Mathieu Kérékou investit la radio nationale et le palais de la République, où les présidents Justin Aromandegbe et Hubert Maga, ainsi que le ministre, tenaient la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Sourou Miga Apiti, lui, était hors du territoire national au moment du coup d'État. À 15h, une voix reconnue sur les antennes de la radio nationale comme étant celle du commandant Mathieu Kérékou officialise la nouvelle qui s'était déjà répandue dans tout Cotonou. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey, Cotonou, le 26 octobre 1972. Mathieu Kérékou, dans son discours, justifie ce coup de force par les manquements du conseil présidentiel. Lui et ses camarades ont en effet déploré les élections antidémocratiques de 1970 en raison des violences, pressions et fraudes constatées et qui ont d'ailleurs contraint le directoire militaire à annuler les deux scrutins. Les putschistes regrettent également les divisions au sein du conseil présidentiel qui, au regard de cette situation, indique Mathieu Kérékou, est condamné à l'inaction. Au dire des militaires, le conseil montre chaque jour le spectacle affligeant de sa carence congénitale, de son incapacité notoire et de son incompétence impardonnable à gérer les affaires de l'État et à conduire dignement le peuple dahoméen vers un lendemain meilleur. La situation au sommet de l'État avait aussi provoqué, selon eux, l'injustice dans le pays et le virus de la division a atteint l'armée. Compte tenu de tout ceci, les putschistes prononcent la dissolution du conseil présidentiel, du gouvernement, de l'Assemblée consultative nationale et des instances départementales et urbaines en place, puis annonce que l'armée va assurer dorénavant la plénitude des pouvoirs d'État.
Dès lors, les militaires décident de confier la gestion du pays à Mathieu Kérékou, qui faisait l'unanimité. Il devient l'homme du 26 octobre 1972. Il qualifie Amaga, Aromandegbe et Apiti de monstres à trois têtes. La formule du conseil présidentiel pour les poutistes est providentielle pour ceux qui ne se conçoivent dans la nation qu'à la tête de l'État. Ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le redressement économique de notre pays. La main dans la main, nous marchons gaiement prêts pour la révolution. Le tout nouveau président pose véritablement ses jalons le 30 novembre 1972 avec un discours-programme ambitieux. La branche ne se cassera pas dans les bras du caméléon. Le Dahomey sera commandé et dirigé par le gouvernement militaire révolutionnaire dans la sagesse et la dignité. En avant, nous sommes engagés. En avant, nous sommes engagés. Jamais dans la vie, nous ne reculerons. Mais 17 ans plus tard, le navire a dangereusement coulé et la fameuse révolution a cédé place au renouveau démocratique en 1990. La révolution, nous bâtirons plus beau notre patrie, le Bénin, qui grandira dans la paix. À la veille du 50e de cet événement historique, votre chaîne de télévision E-Télé a consacré une émission spéciale 26 octobre 1972. Au cœur des échanges, le décryptage de l'événement avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Suivez le compte-rendu de cette émission avec Moucharaf Souman. Le 26 octobre 1972, date au cours de laquelle a été enregistré le renversement du conseil présidentiel, appelé plus tard monstre à 3 têtes par le général Mathieu Kérékou et ses compagnons, 50 ans après demeure toujours historique et pleine d'enseignements. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican est revenu dans l'émission spéciale consacrée à cette date sur l'un des grands enseignements de cet événement ignoré par bon nombre de Béninois. Au-delà d'un simple coup d'état militaire, c'est plutôt une interpellation, une mise de Dahomey devant son destin. Celui de 72, celui que vous avez évoqué, oui, est arrivé plutôt, disons, souhaité à la limite par les mêmes civils. C'est comme si c'était une sorte d'entente, même si ce n'était pas, mais c'est une entente militaire des différents proches des 3 hommes et des 3 clans et qui finalement a créé le 26 octobre 1972. Pour le consultant politique, bien avant l'événement du 26 octobre 1972, le Dahomey n'avait enregistré qu'un seul vrai coup d'État, celui de décembre 1967, conduit par le colonel Alphonse Allé. Les autres n'étaient que des coups d'arrêt dus à l'incapacité à gouverner des civils. Au-delà d'un coup d'État militaire, il faut voir plutôt une incapacité notoire et constante des civils à se prendre au pouvoir, à gouverner. L'armée, pour garantir l'espoir d'un bébé, d'une eau véritablement nouvelle, a dit Mathieu Kérékou dans la proclamation. Ce que les civils n'ont jamais réussi à faire de 1960 à 1972. Si pour le consultant politique, le premier révolutionnaire du Dahomey est Émile Derlin Zinsou, ce dernier a été très tôt confronté à des malcompréhensions de la part de ses pairs et a été victime d'un manque d'accompagnement. Émile Derlin Zinsou, il prend le pouvoir. C'est un homme de conviction, c'est un homme de rigueur, c'est un homme de principe. Il a demandé à aller, mais est-ce que vous me connaissez? Il dit oui, je vous connais bien. Ah bon. Il dit, vous continuez de penser que je peux être l'homme de la situation? On dit oui. On dit mais je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que vous êtes toujours votre homme? On dit oui, je vais faire des réformes. Est-ce que je reste toujours votre homme? On dit oui. Bon, il prend le pouvoir en juillet 68. Il a gagné un plébiscite, ce qu'il n'avait pas dit aux militaires. Donc, une sorte de référendum. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre moi? Parce qu'il voulait se légitimer. Il a réussi à se légitimer. Il a tenté des vraies réformes. Enfin, le premier révolutionnaire. Donc, le premier révolutionnaire de l'ère 72, de l'ère 72, de notre, c'est plutôt le président Émile Derlin Zinsou. Il n'a peut-être pas été élu, il a été adoubé par les militaires, il s'est fait adouber par le peuple. Il a voulu changer. Mais comment peux-tu changer
quand tu n'as pas hérité le pouvoir des urnes, Émile Daniel Sessou s'est heurté à la classe politique, aux syndicalistes, aux partis politiques, aux militaires. Aux militaires dont il a voulu changer les pratiques. 10 décembre 1969, coup d'arrêt à cette révolution douce, la révolution politique qui aurait pu permettre à ce pays d'aller de l'avant. Au-delà de tout, il faut reconnaître et saluer la discipline militaire, mais aussi le patriotisme républicain dont ont fait preuve ces anciens hommes, pense le consultant politique. Au-delà de ce coup d'état militaire, c'est plutôt la discipline militaire, le patriotisme militaire qu'il faut saluer. On doit les célébrer au-delà d'un coup d'état de 72. À défaut de célébrer la discipline républicaine des militaires, nous devons célébrer la patrie. On l'annonçait en titre. Ouverture ce 24 octobre 2022 du séminaire d'appropriation de la loi numéro 2004-03 du 27 avril 2006 portant création de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en République du Bénin. Le dit séminaire vise à régulariser le domaine de l'expertise comptable afin de le rendre plus attractif au plan international. C'est le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui a procédé au lancement du dit séminaire. Émeric Kokoupeli pour le point. Ce séminaire qui réunit parlementaires, experts comptables et comptables agréés du Bénin est une initiative de la Commission du plan, de la production et de l'équipement de l'Assemblée nationale qui vise à s'approprier la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2004-03 du 27 avril 2006 portant création de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en République du Bénin. Étant donné que le secteur est libre d'exercice, nous avons beaucoup d'informels. Comment faire en sorte que ce secteur libéral puisse être mieux encadré, faire appliquer les mesures de réciprocité lorsqu'ils sont capables d'être inscrits à l'ordre, au tableau de l'ordre d'un autre pays, que la réciproque soit offerte aux experts comptables de ces pays-là par rapport à notre pays, le Bénin. La tenue du dit séminaire rejouit l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin qui apporte un plus à leur connaissance. Les différentes préoccupations que vous aurez trouveront leur réponse à travers les 3 communications qui ont été prévues et qui seront présentées par des confrères. Chacun a joué une partition dans le projet qui vous a été soumis et qui est devenu une proposition de loi. Je souhaiterais que, au sortir de ce séminaire, toutes vos préoccupations, toutes vos observations puissent trouver solution. 3 communications ont meublé cette première journée du séminaire. La première sur la présentation du cadre juridique régissant le fonctionnement des experts comptables. La deuxième sur le contexte et justification de la proposition de modification de la loi numéro 2004-03 du 27 avril 2006 portant création de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Et la troisième sur la présentation du contenu de la dite loi. Au regard de la sensibilité de la question et vu qu'elle rime avec les réformes de bonne gouvernance que j'ai instituées dans l'administration parlementaire, j'ai donc choisi personnellement de venir marquer ma présence à cette activité dont le but principal, selon les organisateurs, est de partager avec les parlementaires l'importance et le contenu de la proposition de loi ci-dessus indiqué. La mise à jour des textes organiques de l'ordre des experts comptables et comptables agréés impliquera davantage le gouvernement et l'Assemblée nationale pour une transparence dans la gestion des finances publiques et le contrôle a priori par un organisme indépendant. Au thème de ce séminaire d'appropriation, des résolutions pertinentes sont attendues pour faire évoluer la législation béninoise dans le domaine de l'expertise comptable afin de rendre le pays plus attractif en la matière et lui permettre de siéger au sein des instances africaines et internationales. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président Rémi Prosper Moretti a reçu en audience la nouvelle présidente du réseau de l'instance de régulation africaine de communication, REAC. La visite de courtoisie vise à élaborer les axes d'action et de collaboration entre les deux institutions pour le compte de l'année 2022-2023. À sa sortie d'audience, Latifat Akarbache s'est prêté aux questions de nos reporters. Suivez.
Venu du Maroc sur invitation du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Latifa Akabache, nouvelle présidente du réseau des instances africaines de régulation de la communication, Jérémy Prosper Mouriti. Cette rencontre se tient dans le but de redynamiser les actions du RIAC après une période d'inactivité en raison de la pandémie du coronavirus. Notre réseau joue un rôle extrêmement important. Nous sommes un réseau d'instances de régulation qui constitue une référence en matière de régulation de médias sur notre continent. Cette réunion nous permettra de redémarrer aussi notre action commune en matière de détermination des feuilles de route et des activités que nous aurons à installer dans l'agenda de notre réseau. Il est important pour nous que ce réseau devienne un interlocuteur et acquiert plus de poids, plus de crédibilité, plus d'expertise pour que nous devenions un interlocuteur écouté. Par exemple, des plateformes numériques transnationales comme les GAFA, parce que notre continent africain, il subit de plein fouet aussi cette hégémonie. Au regard des enjeux que prend en compte le RIAC, les stratégies de transmission numérique des médias africains sont également au centre des échanges. Comment faire en sorte que la transition numérique de nos médias africains audiovisuels puisse se faire dans des conditions de renforcement des compétences et d'augmentation de notre possibilité de production africaine pour que notre diversité culturelle africaine soit sauvegardée et puisse aller au-delà dans la recherche de nouveaux publics, notamment dans la construction d'un nouveau lien avec les jeunes. Et il n'y a qu'une solution, que les régulateurs soutiennent toutes les stratégies de renforcement de production nationale chez nos opérateurs. À l'issue de cette rencontre, les différentes résolutions seront transmises à l'ensemble des membres du réseau ainsi qu'aux autres organes sous sa tutelle. La présidente du RIAC était au micro de Ruth Aurore et Isaac Mongbo. Un dernier élément pour clore cette édition. Lancement ce 25 octobre 2022 du projet Africa Digital Campus, un projet centré sur la formation universitaire à travers le numérique. C'est un programme financé par l'Agence française de développement en partenariat avec le ministère du numérique et de la digitalisation ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Jeannot Dopéon, Prudence Koussour. Après l'université virtuelle du Burkina Faso, c'est au tour de l'Institut national supérieur de technologie industrielle de l'OCOSA de bénéficier d'un partenariat avec Africa Digital Campus. Un programme qui s'intéresse à la qualité des études supérieures en Afrique de l'Ouest à travers le renforcement des infrastructures, réseaux et l'offre e-learning des universités locales. C'est un projet qui est né dans un contexte de la crise sanitaire. La Covid qui a révélé à quel point le numérique était un instrument indispensable pour la transformation de nos sociétés, mais également des étudiants du secteur de la recherche. Nous avons bien évidemment une composante qui est une composante infrastructurelle qui vient renforcer tous les efforts déjà consentis par le gouvernement béninois en permettant justement l'interconnexion du site de l'INSTI, de l'OCOSA, mais également des investissements en termes de mise en place de réseaux locaux. Et je me réjouis en particulier de ce lancement officiel, de ce volet béninois, après le volet burkinabé, de ce projet Africa Digital Campus. Je pense aussi que l'enseignement à distance, tel qu'on le conçoit ensemble, c'est un des moyens pour relever le défi de l'éducation des jeunes générations, de nos enfants, de nos petits-enfants, mais aussi plus largement de nos citoyens. Ce projet qui s'installe au Bénin réjouit la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que la ministre du Numérique et de la Digitalisation. Elle rassure toutes deux de la disponibilité du gouvernement à accompagner ce projet qui est avant tout de grand intérêt dans le domaine éducatif pour le pays. On pourrait dire, enfin, ouf, ADC est là, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolutions et ce qui est bien, c'est que nous avançons. En ce moment où
nous allons accueillir ce bon projet, notre engagement est total de nous assurer de ce que tous les intrants sont au rendez-vous et que les différentes parties prenantes ont compris leur rôle, leur mission et vont les jouer convenablement très bien. Ce projet est plus qu'un pilote. Nous souhaitons que cela se pérennise, que cela devienne quelque chose qui peut se généraliser, dont on peut tirer des enseignements pour aller à l'échelle. Donc aujourd'hui, c'est une étape importante, cette signature, mais c'est aussi le début d'autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que nous allons pouvoir tirer comme réalisation pour l'Institut de l'OCOSA, mais aussi sur le plan national en termes de mise à l'échelle, de passage à l'échelle, compte tenu de la démarche que nous aurons adoptée. Le projet Africa Digital Campus se présente en 4 points que sont le e-learning pour renforcer l'offre de formation, les infrastructures pour faciliter la connectivité, la communauté de pratique pour échanger et partager les expériences entre les universités et enfin le plaidoyer pour convaincre les décideurs à soutenir le projet pour sa durabilité et son développement à l'échelle nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.